Fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau numéro de Coup d'éclat. Je vous remercie en tout cas, fidèles téléspectateurs, de continuer à vous abonner massivement sur nos différentes plateformes électroniques. Merci en tout cas de nous accompagner ici sur ces beaux cadres qui est les Jardins Botaniques pour cette émission. Et je ne suis pas seul, d'ailleurs, je suis accompagné de Maître Alain Pondé qui va d'ailleurs se présenter avec son ONG. Bonjour Maître Alain. Bonjour monsieur le journaliste. Oui, comme vous le constatez, je m'appelle Maître Alain Pondé, je suis avocat, acteur de la société civile et président du conseil d'administration de l'ONG Amis de la Nature pour la paix sociale, ANPS en sigle. ANPS en sigle. Est-ce que vous avez un siège social déjà? Si c'est où? S'il y en a, vous pouvez les dire à nos téléspectateurs. Certainement, notre ONG, c'est une ONG qui se respecte. C'est une ONG de défense des droits de l'homme, des droits congolais, qui a un siège ici à Kinshasa. Notre siège se trouve à Gombe, avenue du 30 juin, immeuble NIC, 3e niveau. Voilà. Si vous avez en tout cas à soutenir ou à suivre monsieur Maître Alain Pondé, vous avez bel et bien leur adresse. Maître Alain Pondé, quel était l'objectif principal de la mission d'observation menée par l'ONG ANPS entre juin et août 2025? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette très belle question. À 2025, du 26 juin au 29 août 2025, nous avons effectué, l'ONG Amis de la Nature a effectué une mission dans les 3 sites de la société PHC. Et cette mission a été élargie également à la visite des autres sociétés qui exploitent dans les 3 provinces de la RDC, notamment dans la province de la Mongala, dans la province de l'Équateur, dans la province de la Tchop. Dans la province de la Mongala, nous étions à Boteka, précisément dans le site de la société de plantation et huileries du Congo, PHC en sigle. Dans la province de la Mongala, nous étions à Yali Gimba, toujours dans le site de la société PHC, et à la province de la Tchop. Et pourquoi les sites de Boteka, de Yalingimba, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'Obutu ont-ils été choisis pour cette mission que vous avez menée? Je vous rappelle d'abord que la mission que nous avions effectuée dans les 3 sites avait 3 objectifs principaux. Le premier objectif était d'abord assister dans les réunions d'évaluation de l'état d'avancement des engagements que la société PHC avait pris avec les communautés à 2018. Alors, deuxième objectif de cette mission était la mise en place des communautés locales, des comités locaux de coordination pour renforcer les comités qui existent déjà selon la loi. Parce que dans les sociétés d'exploitation, le code ou l'arrêté 028 a demandé que les communautés, lorsqu'ils exploitent sur la forêt, qu'ils doivent mettre en place des comités. Il y a les comités de suivi, comités de suivi des causes sociales, comités de gestion et les comités de développement. En tout cas, alors maintenant, les comités de coordination sont venus renforcer ces comités déjà qui existent. Donc, en quoi la participation des chefs coutumiers, des autorités OSC et des PHC a-t-il enrichi les échanges que vous avez faits dans votre mission? Certainement. Vous savez, normalement, les acteurs impliqués dans cette mission, ce sont les acteurs qui sont là pour travailler, pour faciliter les échanges, pour faciliter cette mise en œuvre. Alors, nous ne pouvons pas faire une telle mission sans pour autant impliquer ces acteurs, parce que ce sont des acteurs majeurs. Parce que cette mission
ou l'état d'avancement, d'engagement de cette réunion-là devrait nécessairement impliquer ces acteurs. Parce que ce sont ces acteurs qui sont concernés. Parce que les forêts que la société est en train d'exploiter, et ces forêts-là, les propriétaires de ces forêts, ce sont les chefs coutumiers, les leaders communautaires, les chefs de secteur, tout ça. Et l'implication aussi de l'État comme administrateur du territoire, par exemple. L'implication de l'État comme administrateur du territoire, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Rien ne peut se faire dans un coin quelconque sans pour autant impliquer l'État. Et quels sont les engagements principaux pris par le PHC envers les communautés locales? Parmi les engagements, nous avons le PHC a signé les engagements avec les communautés pour dans plusieurs secteurs stratégiques. Il y a d'abord dans le secteur de l'éducation, la société a pris l'engagement de construire des écoles et de réhabiliter aussi les écoles qui existent déjà. Ce sont des choses qui sont faites ou qui sont en cours d'exécution? Les choses là sont déjà faites à 80%. Parce que moi-même, je vis sur le terrain. Et autre engagement, il y a la construction des routes. La société PHC a construit des routes. La société PHC a réhabilité même des routes que les colonisateurs ont laissées. Il y a des images parce qu'on doit quand même... Nous avons des images. Nous avons des images que nous allons démontrer. Et il y a également les centres de santé que la société a construits. Ce sont ces engagements-là. Au-delà de ces engagements, la société a pris également l'engagement d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Voyez? Chose que vous assurez personnellement qui a déjà été faite. Parce que nous voyons aujourd'hui ici les engagements pris comme l'amélioration des travailleurs au Congo n'est pas assez respecté. Moi, je suis rassuré parce que j'étais sur le terrain. J'étais sur le terrain, je suis arrivé, j'ai eu échangé avec les travailleurs, j'ai échangé avec la société, j'ai vécu moi-même les œuvres que la société PHC a construites. Depuis l'avènement, surtout de madame la directrice générale, depuis la gestion congolaise, nous avons trouvé beaucoup d'engagements sur le terrain. Nous-mêmes, nous avons vu ça. Nous avons vu les hôpitaux ont été réhabilités, il y a même certains hôpitaux qui ont été construits, équipés. Nous avons vu les routes qui sont réhabilitées. Nous avons vu la construction des écoles. Donc, c'est un peu ça. Nous allons, nos chers fidèles téléspectateurs, vous joindre les images pour vous montrer au moins la réalisation de la société PHC. Quelles préoccupations ont été soulevées à Yangima concernant les projets sociaux de 2024? Certes, les préoccupations qui ont été soulevées dans le site de Yangima lorsque nous sommes arrivés, d'abord les communautés ont tenu d'abord à remercier la société pour la bonne volonté, pour leur engagement au bénéfice de la société, des communautés. Mais parmi les préoccupations, il y a eu seulement un petit souci. Parce que les projets de 2024, il y a certains projets qui n'ont pas été finis. C'est ainsi que les communautés ont soulevé, ont suggéré ça à la société. La société aussi, à son tour, a répondu positivement, a dit que non. La société était reconnaissante que non, nous avons eu un problème économique. Et maintenant, là, tout est mis en œuvre pour achever les projets de 2024. Et même les projets de 2025. C'est ça. Comment PHC explique-t-elle plutôt le retard observé et quelles solutions ils ont proposées Merci beaucoup pour cette question. La société PHC avait pris d'abord note. La société PHC a été d'abord contente de la sincérité des communautés. Parce que les communautés ont exprimé sincèrement les soucis qu'ils avaient. Parce que c'est grâce à ces soucis-là qui peut permettre à la société de s'améliorer. Voyez-vous? Alors, par rapport au retard, la société a répondu à cette question-là qu'il y a eu un problème. Nous avons connu un problème économique, un problème financier. Hein? Il y a eu un peu de soucis économiques, mais pour l'instant, la société a pris toutes les mesures possibles, toutes les mesures nécessaires pour que les projets qui n'ont pas encore terminé puissent déjà terminer. Et aussi à terme de perspective, la société a promis
a promis que tous les projets de 2025 seront déjà terminés et aussi les projets de 2025 ne vont pas traverser 2026. Voyez-vous, donc la société a pris l'engagement de terminer tous ces projets à 2025. C'est ce qu'elle a même fait. Donc, il y a un rôle que joue la comité de coordination mise en place, en tout cas pour le suivi des engagements sociaux. Tellement. Certainement. Quel rôle? Et la coordination, les comités de coordination qui ont été mis en place jouent un rôle très important. Leur rôle est beaucoup plus dans le renforcement de l'efficacité des communautés, des comités qui existent déjà. C'est-à-dire que le rôle principal, c'est d'agir un peu au plus haut niveau. C'est-à-dire que les communautés sont au niveau de la base là-bas. Mais les comités de coordination sont plus proches de la direction générale, des autorités de la direction générale. C'est ainsi que si le comité local pose un problème, et ce problème-là, dès que ce problème arrive dans les comités de coordination, directement, ça ne traîne pas directement, ça arrive au niveau de la direction générale, et la direction générale surtout prend directement des mesures pour remédier à la situation ou pour remédier aux soucis qu'avaient les communautés par rapport aux questions posées. Et quels sont les nouveaux projets communautaires que PHC prévoit à travers sa fondation? Alors, merci d'abord pour cette question-là, parce que c'est une belle question. Pourquoi une belle question? Parce qu'il mérite une belle réponse. Et qu'il mérite également une belle réponse. Voilà, dans sa stratégie. Vous savez, c'est pourquoi moi j'ai dit que il y a certaines choses parfois que nous minimisons ici au niveau national. Pourquoi? Parmi les choses que nous minimisons ici, il y a, quand on voit que c'est un noir qui gère, on a toujours tendance de voir qu'il ne va pas bien faire les choses, il va détourner, il va faire ceci. Mais nous avons remarqué, depuis la société PHC s'est installée dans ce site depuis 1911. De 1911 jusqu'à 2020, rien n'a changé sur le terrain. Et il y a eu en tout cas, il n'y a pas eu. Oui, mais vous savez, gérer une place, lorsque l'homme blanc était là depuis un siècle, il n'a pas construit des routes. Il n'a pas construit des hôpitaux. Il n'a pas laissé des infrastructures durables. Au contraire, il a détruit plutôt la forêt. Mais à 2020, lorsque la société PHC Kouramo, sous la gestion féminine, sous la gestion congolaise, chapeautée par Madame Monique, qui est la directrice générale actuelle, nous avons remarqué que depuis 2020-2021 jusqu'à ce jour, il y a des améliorations très très significatives sur le terrain, sur tous les secteurs stratégiques de la vie, sur tous les secteurs de la vie communautaire. Il y a des améliorations dans le secteur éducation, comme je vous avais dit tantôt. Il y a la construction des écoles. Les enfants aujourd'hui étudient dans de très bonnes conditions. Il y a dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Lokutu, quand vous arrivez à Ligimba, quand vous arrivez à Mbandaka, à Boteka, vous allez trouver des hôpitaux. Parmi les meilleurs hôpitaux dans ces trois sites-là, il y a les hôpitaux de PHC. Il y a aussi dans le secteur des routes. Les routes sont aujourd'hui passables. Jusque-là, vous n'avez pas cité le nouveau projet. Non, je vais citer. Je commence à vous passer, je vois d'abord l'amélioration. Et il y a aussi dans le secteur de l'emploi. Dans le secteur de l'emploi. Les emplois sont passés de 6 000 à 10 000. Tous sous contrat. Et maintenant, dans les nouveaux projets. Alors maintenant, au-delà de ça, c'est ainsi que dans sa stratégie de développement communautaire, la société a mis en place un établissement public. Un établissement, mais cet établissement public-là, c'est la Fondation PHC. La Fondation PHC, c'est un établissement qui est venu appuyer les projets communautaires de la société sous un autre angle. Voyez-vous, quel est cet angle-là? Il y a dans le secteur de l'agriculture.
Vous savez que l'agriculture, c'est la vie même de la personne. Hein? Même vous journalistes là. Si vous n'avez si est-ce que vous pouvez quitter la maison sans manger? Si vous ne mangez pas bien. Si, c'est-à-dire l'agriculture nous fait bien manger, l'agriculture nous aide même à acheter les habits, nous aide à faire tout ce qui est la vie. Alors, la Fondation PHCC est venue dans ce projet pour renforcer les projets de l'agriculture. Et aussi, parmi les projets, il y a d'abord l'agriculture, il y a l'autonomisation de la femme, il y a l'emploi des jeunes, il y a même le projet de la protection de l'environnement, le projet Bonobo. Il y a également les microcrédits. Ça, je vais un peu souligner dans les microcrédits. Voyez-vous, mon frère, monsieur le journaliste, dans les 3 sites, quand vous arrivez dans les 3 sites de PHCC, vous voyez comme ça, c'est l'Europe. Mais, ces communautés ont un problème de transactions monétaires. Il n'y a pas de banque. Voyez-vous? Là-bas. Il n'y a pas aussi, la société, les communautés, l'homme blanc qui était là n'a pas initié les communautés par rapport au microcrédit. Microcrédit dans les, parce qu'il y a des communautés, parfois il a des champs. Ces champs, il a cultivé des maïs. Et ce maïs-là, parfois traîne comme ça. Mais, avec la fondation de PHC, il est venu avec le microcrédit, c'est-à-dire qu'il demandait donner des crédits aux communautés. Hein? Aux communautés, et puis il va commencer à rembourser petit à petit. Petit à petit. Pour aider, oui. Mais en quoi le rapport d'observation a-t-il amélioré la gouvernance sociale de PHC? Bon, les rapports d'observation, donc la mission d'observation a amélioré la gouvernance de PHC parce que la mission d'observation, d'abord, je rappelle que c'est une mission neutre. Lorsque nous étions sur le terrain, nous étions là pour d'abord palper du doigt ce que nous, on suivait dans la télévision. Mais nous nous sommes décidés par nos propres moyens de bord pour arriver sur le terrain, voir ce qui se passe à la radio, si réellement c'est une réalité. Voilà même l'importance. Et puis aussi, pour rendre crédible la gouvernance de la société PHCC. Parce que la société PHCC ne peut pas seulement collaborer avec les pouvoirs publics. Ils vont aussi collaborer avec des ONG. Des ONG locales également. Des ONG, et ces ONG-là aussi peuvent rendre crédible, peuvent aussi jouer un rôle important. Conscientiser les communautés à la protection de ce que la société a mis en place comme des dispositifs et pour leur bien. Parce que c'est ça. Donc il y a un bilan, et sinon je vous demanderai quel est le bilan local adressé sur des engagements sociaux de PHC, excuse-moi, entre 2021 et 2025. Merci beaucoup, c'est une belle question qui mérite toujours une belle réponse. Là, je suis vraiment très content. Je dis que ça vous flattait parce que j'étais sur le terrain, parce que j'ai vécu moi-même dans mes yeux, personne ne m'a parlé. Le bilan que je vous dis, c'est que la société PHCC a un bilan très positif, contrairement aux autres sociétés. La société PHCC a un bilan très positif, contrairement à la gestion passée. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la gestion passée de la société, la gestion de l'homme blanc, du colonisateur. Voyez-vous? La gestion passée là dont on parle maintenant, c'est commencé de 1911 à 2020. Voyez-vous? Mais maintenant, actuellement, le bilan, je vous confirme que la société PHCC a un bilan très positif, que nous pouvons même estimer à terme de pourcentage de 80%. Parce que parmi les engagements, elle s'efforce, la société s'efforce d'honorer tous les engagements. Et mais il y a des inquiétudes, en tout cas, liées au projet communautaire de 2024 qui ne sont pas achevées, apprenez. Mais certainement, il peut toujours y avoir des inquiétudes, certainement. Parce que ce sont quand même des humains qui dirigent cette société. Ils peuvent aussi avoir des problèmes. C'est comme ils avaient des problèmes financiers. Et ces inquiétudes, elles sont liées toujours dans ces problèmes financiers.
Mais maintenant, la situation est déjà réglée. La société a déjà mis à place toutes les stratégies possibles pour honorer cet engagement. Et ce que moi, j'aime encore plus dans cette société-là, c'est la volonté d'honorer les engagements. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le retard côté honorer des engagements. Mais PHC justifie comment ces retards-là? Mais c'est ça, c'est pourquoi j'ai dit les retards n'excluent pas les retards n'excluent pas d'honorer les engagements. Les retards n'excluent pas la mise en œuvre des clauses sociales. Voyez-vous? Maintenant, par rapport à cette question, lorsque les communautés ont présenté ces retards, lorsque les communautés ont présenté des soucis, retards par rapport au projet, la société a répondu avec des éléments concrets. Voyez-vous? La société a dit que nous allons mettre en place, nous avons déjà mis en place toutes les dispositions possibles. Voyez-vous? Et toujours dans les soucis là, à l'Okout, parce que je prends l'exemple aussi de l'Okout, vous avez parlé seulement de Ali Gimba. À l'Okout, les retards des engagements étaient aussi dits aux sociétés qui viennent souscrire pour la construction des infrastructures sociales. Voyez-vous? Alors, pourquoi avant la société PHC, lorsqu'il sélectionne les sociétés de construction, des œuvres, les constructions de routes, des hôpitaux, des écoles. Maintenant, lorsqu'une société se présente, que non, voilà, moi je veux construire telle école, il présente le budget. La société donnait l'argent à ces sociétés-là. Malheureusement, une société se présente, et non une société de construction, elle prend l'argent, part avec l'argent, s'acheter des motos, faire ceci, tout ça, faire de n'importe quoi, sans pour autant construire l'école qu'il devait construire. Mais il y a déjà malheureusement, il y a des projets qui sont déjà réalisés. Non, suivez, c'est pourquoi je dis ceci. Je parle des cas de l'Okout. Alors, face à ça, la société a pris des mesures fermes. Il dit que non, quand vous venez, en tant que société de construction, vous venez construire chez nous, commencez d'abord par vos moyens de bord. Financez d'abord au moins 70%. Vous financez les 70%. Dès que vous terminez, vous nous amenez la facture. Nous, on vous paye. Voyez-vous? Parce que avant, quand ils donnaient l'argent, rien ne se faisait. Mais il y a certaines sociétés qui quand même respectaient. Mais malheureusement, non. Malheureusement, les autres, non. Quels sont les projets qui sont déjà réalisés et celles qui sont prioritaires pour l'instant? Mais monsieur le journaliste, je vous avais déjà dit les projets déjà réalisés. Parmi les projets, il y a déjà la construction des écoles. Il y a eu déjà, prenons le cas par exemple dans le secteur de l'éducation. Il y a la construction des écoles déjà. Les écoles sont déjà construites. Il y a même de nouvelles écoles qui sont en cours de construction, ces écoles-là sont classées dans les projets de 2026. Vous voyez, il y a les routes. Toutes les routes aujourd'hui là, nous toutes les routes, même la société elle-même devait avoir des difficultés pour rentrer dans les sites. Voyez-vous, il y a à terme des hôpitaux, à terme dans le secteur stratégique de la santé, comme j'avais dit en amont. Il y a des hôpitaux construits, ces hôpitaux-là sont équipés, les écoles également équipées. À terme de route, je viens de dire ça. Et en agriculture, déjà, au moment où je vous parle, il y a des champs. Quelle différence majeure observe-t-on entre la gouvernance de PHC Feronia et de PHC Kourano? Je voulais répondre comme suit. D'abord, la gouvernance de PHC Feronia était d'abord catastrophique. Pourquoi catastrophique? Parce que nous avons remarqué sur terrain nous-mêmes et il n'y a pas eu de projet sérieux. Il n'y a pas eu de projet communautaire sérieux pour développer d'abord l'espace des communautés. Et parce qu'il n'y a pas eu
des projets sérieux parce qu'il n'y a pas eu des améliorations. C'est ainsi que les communautés se sont fâchées. La preuve en est que il y a une plainte qui a été déposée au niveau de Washington dans le mécanisme indépendant de plainte, ISEM. Et cette plainte-là, qui a été déposée en novembre 2018, avait pour 3 préoccupations. La première préoccupation était d'abord la légitimité des titres de la société PHC. La deuxième préoccupation était par rapport aux violations des droits de l'homme. Et la troisième préoccupation était l'assistance, l'information et l'assistance judiciaire des communautés. Alors, par rapport à la légitimité des titres, lorsque cette plainte a été déposée, il y a eu des experts internationaux qui étaient venus pour répondre, pour organiser une médiation. D'abord, je prends ce que vous devez retenir, c'est-à-dire la PHC Feronia était caractérisée par des conflits. C'est ce qui a même a donné l'occasion au dépôt, aux communautés de déposer une plainte parce que il y avait un ça ne va pas. Donc, de conflits que le PHC Kourano a résolu ou la communauté internationale. Non, je voulais citer, je voulais maintenant voir la gestion de Kouramo. Maintenant, lorsque Kouramo est venu, Kouramo a hérité d'abord tous ces conflits qui ont fait l'objet de la plainte. Vous voyez, parce que bon, malgré que la plainte ne concernait pas PHC Kouramo, mais vu la bonne foi de PHC Kouramo, de collaborer avec les communautés, de travailler pour la bonne, de travailler pour le bien-être communautaire. C'est ainsi que Société PHC Kouramo a mis en place des stratégies pour remédier à cette situation. Voyez-vous, parmi les stratégies, il y a d'abord, il y a des rencontres réguliers. Chaque après 3 mois, il y a des rencontres réguliers là-bas. Et ces rencontres-là tournent toujours autour de la gestion de ces conflits hérités, des conflits hérités de la gestion PHC Feronia. Voyez-vous? Alors, maintenant, c'est ça même le point positif. Les soucis que la PHC Kouramo a pour résoudre les conflits qu'elle a hérités. Vous voyez, ça, c'est là où je dis que la société PHC Kouramo a vraiment un bilan très positif parce que elle est venue, elle a trouvé des problèmes qui n'ont pas de réponse depuis plusieurs années. Mais maintenant, elle a commencé à trouver des solutions à ces problèmes-là. À côté de l'éducation, elle a construit des écoles, elle a réhabilité des routes, elle a réhabilité des hôpitaux, elle a amélioré les conditions de vie des communautés, des travailleurs, l'effectif de travail passé de 6 à 10 000 sous. Tous ces 10 000 travailleurs sont sous contrat au niveau des sites. Elle a même couramment construit même certaines infrastructures sociaux de base. Tout de suite, vous nous parlez de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Mais vous nous avez cité les chiffres de l'augmentation du nombre de travailleurs et non l'impact qu'a amené la PHC plutôt. Oui, Kouramo. Mais je viens de dire. L'impact sur les travailleurs, bien sûr, j'ai dit, sur les conditions de vie des travailleurs. L'impact sur les travailleurs, ça va. Quel impact qu'ils ont amené? Ils ont amené chez les travailleurs dans leurs conditions de vie. En fait. Dans leurs conditions de vie, les conditions de vie d'abord commencent par d'abord le travail qu'ils font. D'abord, les salaires. L'homme blanc payait parfois un travailleur 50 000 francs. 50 000 francs par mois. 100 000 francs par mois. Mais aujourd'hui, si vous regardez les salaires, il y a parfois, les salaires est passé de 100 000 à 500 000 pour certains travailleurs. Et ce travail, au-delà de ça, au-delà du salaire que les travailleurs touchent, il y a des primes. Les travailleurs touchent également la prime. Il y a même les transports. La société Kouramo a ajouté même les transports pour les travailleurs. Et aussi, il y a aussi
les logements. Les logements pour le travail cadre, pour le cadre. Vous voyez, il y a aussi les étrans. Hein, les étrans, on appelle ça comment? Parce qu'il y a des instruments qu'ils utilisent dans la forêt, lorsqu'ils coupent les régimes de palme. Hein? Voilà. Je connais, je vois. Il y a des outils que la société a mis en place pour protéger. Il y a les gants. Je croyais que vous allez vous limiter qu'à citer l'argent, mais je vois quand même que vous avez quand même cité les matériaux et voilà qui les matériaux de protection des travailleurs. Que ça soit à l'hôpital, quand un enfant de travail tombe malade, hein, voilà. Vous voyez que la prise en charge est vraiment impeccable. Quand un membre de la communauté est malade et quand il arrive dans le site, il pose les problèmes de la santé, la société agit en urgence. Nous avons des preuves parce que nous étions sur le terrain. Ce sont des recommandations que l'ONG a formulées pour renforcer la confiance avec les communautés. Bon, oui, ça peut être l'une des recommandations. Mais il y a quand même d'autres recommandations. Il y a d'autres. Parmi les recommandations, c'est que nous demandons, en tant que ONG de la société civile, en tant que ONG qui accompagne les communautés, nous demandons à la société de renforcer encore leur façon d'améliorer les choses dans les sites. Nous demandons encore à la société de ne pas retourner aux habitudes du passé de la gestion des PHC Feronia. Parce que ces habitudes-là ont fait reculer les sites. Vous voyez, on fait reculer les sites. Nous sommes en 2026. Nous voulons qu'en 2026 ici, lorsque nous serons encore sur le terrain, que nous trouvions encore plus au-delà de ce que nous avons trouvé sur le terrain, que nous puissions encore trouver d'autres améliorations. Voilà. Voilà, Maître Alain. Pourquoi après la médiation internationale, les communautés n'ont toujours aucune réponse claire sur la légitimité de ces terres? Bon, certainement. Pourquoi les communautés sont toujours insatisfaits par rapport à cette question-là? Pourquoi cette question n'est pas résolue? D'abord, je vous dis ceci. La médiation internationale de l'ICEM, lorsque la plainte a été déposée, était considérée comme une réponse à toutes les questions qui ont fait l'objet de la plainte. Cette médiation était considérée comme une réponse dans tous les abus qui se trouvent sur le terrain. Cette médiation était considérée comme une réponse à l'indemnisation même des communautés. Mais parce que la médiation n'a fait que aggraver la marginalisation dans les sites, la marginalisation des communautés dans les sites, parce que la médiation n'a fait que la marche de santé dans ces trois sites-là. C'est ainsi qu'aujourd'hui, ces réponses sont restées en suspens. Et comment ça se fait que des accusations aussi graves restent sans suite concrète malgré la médiation internationale? Cette question, la réponse à cette question, c'est plutôt les experts internationaux. Les experts internationaux qui étaient venus pour la médiation devaient vous donner. Mais, en tant que ONG qui était sur le terrain, alors, c'est que j'ai plutôt un regret. J'ai un regret face à cette question que la médiation devrait trouver la solution, mais elle n'a pas trouvé la solution. Mais maintenant que cette question est suspendue, nous, en tant que ONG, nous ne pouvons pas rester comme ça. Il fallait nécessairement se prononcer par rapport à ça, pour donner aussi notre point de vue, parce qu'il y a un adage français qui dit mot consent. Si on ne réagit pas, nous serons complices. Nous serons considérés comme complices. Voyez-vous? Alors, pour éviter que nous soyons considérés comme des complices dans ces conflits qui ont fait l'objet de la plainte, c'est ainsi que nous nous sommes prononcés. En se prononçant, nous sommes rendus compte que la médiation a totalement échoué. Et pourquoi, à propos de la médiation, pourquoi elle n'a pas permis
de garantir aux communautés leur droit à l'information et à la justice. Oui, elle n'a pas permis parce que les médiateurs qui étaient venus, qui étaient venus pour réconcilier les communautés par rapport à cette question-là, les médiateurs n'étaient pas professionnels. Parce que s'il était professionnel, il allait faire tout. Il allait faire tout pour résoudre cette question-là. Mais maintenant, ce qui nous étonne encore plus, parce que le médiateur lui-même s'est senti coupable, il a publié le rapport de la médiation sans pour autant informer les communautés. Je termine à cette question pour dire que lors de l'ouverture de la médiation internationale, sous l'égide des autorités provinciales, il y a une cérémonie officielle, une cérémonie solennelle, où il y a eu la participation de toutes les parties prenantes, notamment les communautés de Boteka, les communautés de Lokutu, parce que Yali Gimba n'est pas impliqué dans ces conflits-là. Voyez-vous? Alors, là, il y a eu une grande cérémonie. Tous les gouverneurs de toutes ces provinces, de toutes les deux provinces ont été présents dans ça. Mais la médiation a pris fin, la cérémonie finale n'a pas eu lieu. Les communautés n'ont pas signé le procès verbal de la fin de la médiation. Ce qui veut dire que le problème n'a pas été résolu. Mais c'est ça, non, c'est ça. C'est ce qui a même. D'ailleurs, c'est ça même la réponse. C'est ce qui justifie l'échec de la médiation parce que nous avons commencé avec la cérémonie, mais à la fin, il n'y a pas de cérémonie. Le médiateur s'est éclipsé. Il est parti sans pour autant faire assister à la cérémonie finale. Les communautés se sont étonnées, ils ont vu seulement, pouf, en 2024, on a publié le rapport final de la médiation. Lorsqu'ils ont publié le rapport final de la médiation, les questions qui ont fait l'objet de plaintes n'ont pas été résolues. Voilà. Alors, maintenant, c'est ainsi que la société PHC Kouramo, avec sa nouvelle, avec la gestion congolaise, a essayé de faire le bilan, de voir tous ces problèmes-là. C'est ce qu'il a mis en place des stratégies. Parmi les stratégies, il y a des rencontres régulières, il y a beaucoup de choses. C'est ce qui a même calmé. Donc, c'est cette meilleure gouvernance de l'actuelle directrice, de l'actuelle gestion, qui a calmé un peu la colère des communautés face à l'échec de la médiation. Et aussi avec notre présence sur le terrain, et c'est ce qui a fait à ce que les communautés ne se soulèvent pas. Sinon, les communautés allaient déjà se soulever, et la preuve en est qu'ils nous ont transmis une déclaration. Et cette déclaration-là, nous avons transmis ça aussi au niveau de banques européennes, et ces banques-là nous ont répondu pour réclamer l'indemnisation. Et aujourd'hui, là, à terme, pour conclure, je conclue par la recommandation une seule recommandation. Nous demandons au gouvernement, parce qu'il y a déjà une note de plaidoyer que nous allons déposer à l'Union européenne, nous allons déposer au niveau du ministère de l'Environnement, de la Guigiti, pour réclamer que les banques européennes qui ont fui puissent indemniser les communautés durant toutes les années, de 1911 jusqu'à 2020. Nous sommes dans le processus de déposer, de faire cette déclaration au niveau national et international pour réclamer l'indemnisation. Merci beaucoup, maître. Je vois que vous n'êtes pas venu seul. Je vais demander à notre ami avec qui vous êtes venu de se présenter devant nos téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Moi, je suis ingénieur Jao Kitandjeka. Je suis assistant projet de PCA à l'Imponde, maître. Nous travaillons ensemble dans l'ONG. Je suis collaborateur depuis de longues dates et j'écris les projets pour l'ONG. De quel projet étant que ONG de défense des droits humains, mais aussi dans l'accompagnement de communautés locales. Notre but, c'est permettre aux sociétés, comme vous le savez tous, chaque société, lorsqu'il exploite des sites, il y a dégradation de l'environnement. Et s'il n'y a pas des ONG, il y aura vraiment une catastrophe naturelle que nous voyons aujourd'hui. Alors nous, étant qu'ONG, nous surveillons cela
nous accompagnons les communautés pour qu'ils comprennent que leurs gestes, leurs actions peuvent coûter cher à notre environnement. Voilà qui s'est très bien présenté. En tout cas, il s'est vraiment caché sous son t-shirt. Je vois que l'ONG est très bien organisée, maître, avec les t-shirts et les képis. Je pense que vous avez des partenaires efficaces, en tout cas, qui vous fournissent de quoi vous servir. Bon, monsieur le journaliste, vous savez, pour mieux faire les choses, il ne faut pas seulement attendre qu'une autre personne vienne vous donner pour faire les choses. Non. Je vous parle, cette ONG est née par rapport aux soucis que nous avons. Par rapport aux soucis que nous avons pour nos communautés. Dans les 3 sites, qui se trouvent dans les 3 sites. Et dans les 3 provinces où nous travaillons, que nous considérons les provinces pilotes. Voyez-vous? Alors, ayant ces soucis-là, jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune personne qui finance nos activités. Nous finançons nos activités par nos moyens, par nos propres moyens de bord. Moi, je suis avocat, je fais un métier libéral. À chaque fois que je gagne un petit dossier, un dossier qui me rapporte parfois 1000 ou $500 ou $200 pour mon ONG et avec les soucis que j'ai pour sauver la vie de la société, pour sauver la vie des communautés, pour rappeler la société face à leurs responsabilités sociales, et aux obligations qu'ils ont prises avec la société, avec les communautés. C'est ainsi que je fais à chaque fois, en collaboration avec mon collaborateur, mettre quelque chose pour le fonctionnement de cette ONG. Nous n'avons aucun partenaire. C'est ainsi que nous tendons la main. Nous tendons la main au gouvernement, à notre gouvernement, au gouvernement de la RDC, via le ministère sectoriel, notamment ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, ministère des Droits humains, ministère des Affaires sociales. Voyez-vous, nous tendons la main pour que ces acteurs gouvernementaux-là puissent également appuyer les ONG. Surtout les ONG qui travaillent dans les secteurs stratégiques comme ça, comme l'environnement. Comment ils vont vous contacter? Et au-delà de ça, nous tendons également la main aux partenaires internationaux, volontiers, aux partenaires internationaux, s'ils peuvent aussi s'approcher, se joindre à nous pour nous appuyer dans les actions que nous menons par-ci, par-là, toujours dans la protection de l'environnement, dans la protection de la biodiversité. Vous voyez, je cite pour dire que notre ONG, parce que je n'avais pas dit ça en amont. Maintenant, notre ONG a pour objectif principal, d'abord, la protection et l'assistance sociale. Et notre ONG travaille également dans la protection de l'environnement, voyez-vous, et du développement durable. Nous sommes aussi spécialisés dans le domaine d'accompagnement communautaire, développement communautaire. Merci beaucoup. Voilà. Et comment ces gens-là vont vous contacter, Maître Alain? Bon, s'ils veulent nous soutenir, s'ils veulent soutenir nos actions, ils vont nous contacter par ce numéro, le numéro 085 35 41 314. Voilà, fidèles téléspectateurs. 085 35 41 314. Gmail, ils peuvent vous contacter amis de la nature @gmail.com. Merci en tout cas, Maître Alain, d'avoir répondu à notre invitation. Merci en tout cas de fournir aussi assez d'informations à nos fidèles téléspectateurs sur l'ONG Amis de la Nature. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs de Vitrine 24 Télévision, de rester en tout cas branchés derrière vos postes téléviseurs ou derrière vos différents réseaux sociaux. Et merci en tout cas de vous abonner massivement sur nos différentes plateformes électroniques. Je remercie aussi mon équipe technique avec la réalisation, excusez-moi, de notre président Christian Odia et Nems Moukamate Alana. Merci en tout cas et moi je vous dis au prochain numéro. Merci.